Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bonjour à tous et bienvenue. Très heureux de vous présenter un nouvel épisode de Pilote Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'appli de navigation. J'ai avec moi Johan de Max7. Comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter? Tu es, si je ne me trompe pas, le développeur de l'application Max7. Bonjour, oui, alors je ne suis pas le développeur, mais j'ai fait partie à l'origine de la conception en fait de Max7, avec un pilote, un ancien pilote de l'aéronaval qui était sur Super Étendard, et puis avec un ingénieur, avec Emmanuel, qui est alors l'ancien pilote est plus chez Max7, mais sinon il y a Emmanuel, et Emmanuel est ingénieur ENAC informatique, et lui il bosse chez Airbus à Toulouse, et moi je suis à Paris et je suis patron d'une société de gestion qui gère des fonds d'investissement. Donc Max7, c'est notre bébé et voilà, et on a développé ça voilà pour nous, et puis en se disant on va aider les jeunes pilotes ou des pilotes confirmés pour leur fournir un outil un peu sympa. Alors, on va en parler juste après, mais alors là, comme tu connais peut-être la première partie, on va parler de toi, de ton pilotage, de tes sensations. Et la première question qu'on aime bien poser pour connaître un petit peu ton approche par rapport au pilotage, c'est est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé dans la marmite? Comment est-ce que tu en es arrivé à piloter des avions? C'est quoi ton histoire à toi? En fait, moi, je voulais être pilote dans la marine, donc c'est il y a quand même assez longtemps. Hein. Ouais. Et j'avais passé les examens, donc c'était la filière ORSA à l'époque, ça s'appelait. Ouais. Les ORSA, où on pouvait signer, où il fallait avoir minimum 21 ans, être titulaire d'un bac plus 2 et de passer les concours et la visite médicale. Donc j'avais tout passé à Paris, à la Borde à l'époque. Et puis j'étais descendu 6 mois après à Toulon. À la visite médicale, et en fait ils m'ont trouvé légèrement myope. J'avais moins 0,50 et voilà, et ils me disent mais on comprend pas. Et en fait entre la première visite médicale et la deuxième visite médicale, je bossais comme trader junior dans une banque. Ouais. Et pour les vieux écrans, et le chef ophtalmo à Toulon m'a dit en fait c'est ça, vous aviez une myopie latente, l'ont déclaré, et là les vieux écrans ça vous a déclaré la myopie, donc du coup je suis remonté à Paris, j'ai fini mes études et j'ai fini comme trader. D'ailleurs il y a un truc assez drôle, c'est que moi, je fais de ce qu'on appelle de la gestion quantitative, donc beaucoup de maths, des choses comme ça. Et j'étais tombé sur un bouquin d'analyse technique dans la banque, donc dans la finance. Et le titre, c'était il en va des traders comme des pilotes de chasse. Il n'y a pas de bons, il n'y a que des vivants. Je me suis dit je suis pas pilote de chasse, alors je suis trader. Et voilà, je vais continuer cette carrière comme trader. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, ouais. Alors comment ça fut perçu au départ par ton entourage quand tu t'es dit voilà, je veux tomber dans la marmite, j'ai envie de piloter, et puis comment ça s'est passé? Est-ce que tu es passé par la filière PPL, etc., où tu as débuté avec les petits avions, ou est-ce que tu es reparti plus vers une filière où on te forme d'emblée au pilotage? Non, alors moi je suis parti sur PPL, puisque moi je suis pas du tout un professionnel de l'aéronautique. Donc en fait, j'avais acheté une maison en Normandie, pas très loin de l'aéroport de Deauville, là, à Saint-Gatien, et un jour j'ai dit à ma femme, je dis c'est quand même dommage, mon rêve c'était quand même de piloter, et je me suis dit ça serait quand même bien peut-être de voir, et je suis allé avec mon épouse, on a été à l'aéroclub de Deauville, et franchement l'équipe était super sympa, et il y avait surtout un instructeur qui était juste trop génial, et c'était Philippe, on l'appelle Pépé, un peu Pépé, et moi il m'appelle TG, donc Pépé comme dans les Papy Boynton, un peu à l'ancienne, et avec un côté un peu milito, c'est qui était super sympa. Et comme moi j'ai quand même j'ai fait quand même pas mal de choses avec l'armée après, dans mon service militaire comme officier, j'ai fait pas mal de trucs. Mais et donc du coup je me suis inscrit, j'ai passé mon PPL. Et puis franchement, je trouvais ça intéressant parce que la finance quantitative, tous ces des marchés financiers, tout ça, c'est. Je me suis dit, mais en fait, quand on est là-haut, on est dans un autre univers, c'est une troisième dimension, c'est quelque chose de
c'est un autre monde et je me suis dit, je veux continuer à progresser. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi le next step? Le next step, quand t'es VFR, c'est de passer IFR. Ouais. Et donc, je m'étais inscrit chez Aston Fly à l'époque et pour passer l'IFR américain. Ouais. Et en fait, j'ai été le dernier en France à passer l'examen IFR américain. Donc, le théorique se passe au Bourget. Et puis le pratique, en fait, il y a un instructeur examinateur qui vient d'Angleterre et qui vient au Touquet, et donc on passe l'examen au Touquet. Donc voilà, j'ai eu mon IFR américain. Ouais. Et puis je me suis dit, mais comment faire pour continuer à progresser? C'est quoi le truc ultime dans l'aviation? Et ayant voulu être pilote de chasse, comme je me suis retrouvé dans cet univers avec le Fouga Zephyr, que j'avais aidé à financer pour pas qu'ils partent aux États-Unis, pour vraiment la préservation du patrimoine de l'aéronautique navale. Et voilà, je me suis retrouvé dans une sorte de filière marine avec des pilotes, des amiraux dans cet univers. Et j'ai rencontré Émeric de Valence, qui est l'ancien numéro 2 du groupe aérien embarqué et qui est pilote de Rafale, de super étendard, ancien instructeur F-18 aux États-Unis. Et donc qui était le chef pilote des L-39 de la patrouille Sparflex à Reims. Ouais. À Reims-Prunet. Ouais. Et donc on s'est rencontrés comme ça à travers la marine avec Émeric, et puis un jour on lui a dit avec un de mes associés qui est trader ici chez moi, il a dit écoute, est-ce que tu te sens capable de nous former sur un réacteur, donc sur un avion de chasse, quoi, partant du DR400 il dit écoute, je relève le challenge. Ouais. Comme Isabelle Théo pour nous former. Et on a mis 1 an et demi alors à passer la qualif, mais on a beaucoup travaillé. On prenait des jours sur nos jours de vacances. On venait à Reims-Prunet. Et voilà. Et donc c'est comme ça. On a beaucoup travaillé et on a réussi à passer notre qualification. Sur L39, et du coup maintenant on vole sur un L39. Et j'imagine que la marche, elle doit être énorme entre un DR400 et un L39. Ouais, alors je me souviens très bien du premier jour sur le tarmac avec Émeric qui met la main sur l'épaule, qui me regarde parce que moi évidemment je faisais pas le fier, t'imagines bien. Ouais. Et il me met la main sur l'épaule en me disant mais t'inquiète pas, tu vas voir. La seule chose, c'est que les choses vont beaucoup plus vite. Donc ton cerveau doit s'adapter à une vitesse de raisonnement qui est dans laquelle tu es pas habitué, mais tu vas voir qu'en force de travailler, ça va venir. Ouais. Et puis il me dit de toute façon, t'inquiète pas, je suis derrière avec toi. Et puis si jamais il y a un truc qui va pas, tu tires sur les boucles et t'as un siège éjectable. Et puis tous ceux qui se sont éjectés sont là pour en parler, comme il dit si bien. J'adore, c'est une belle image, ouais. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux, on va revenir un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous parler de ton premier lâcher solo? Normalement, c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire des pilotes. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment que ça s'est passé pour toi? J'imagine sur DR400, du coup. Ouais, alors premier lâcher solo, c'était sur l'aéroport de Saint-Gatien à Deauville. Ouais. Bon, j'ai pas vraiment... En fait, j'étais assez à l'aise. D'abord, j'avais été franchement très bien formé par Philippe, voilà notre père Pépé, là, notre instructeur, qui est devenu maintenant chef instructeur à Deauville. Ouais. Et on a été vraiment très très bien formés, très solide, avec quand même un côté assez rigueur militaire, pas de voilà. Donc en fait, le jour où j'étais lâché, c'est que voilà, c'était assez solide si tu veux, dans ma formation. Donc j'ai pas eu de voilà. Puis bon, évidemment, t'es lâché beau temps à Deauville, t'es pas lâché à Toussus où c'est le foutoir, t'as 36 avions, t'es un peu perdu, voilà. Mais là, pas d'appréhension, voilà, pour toi c'était naturel. Ouais, en fait c'était assez naturel. C'était un truc, comme si je l'avais toujours fait en fait. Ouais, ok, ça faisait partie de toi, quoi. Ouais, ça faisait partie de moi, ouais. Tiens, rappelle-nous, on a une petite tradition chez Pilote Podcast, ça c'est pas discriminatoire, c'est juste informatif, et parce que du coup c'est une question qu'on pose à tout le monde. Depuis combien de temps tu voles et on a une tradition où on demande le nombre d'heures à chaque invité. J'ai commencé à voler en 2008. Ouais. Et je dois avoir à peu près 425 heures de vol. Ok. Et en fait, mes 100 dernières heures de vol, c'est du L39. Du L39. Ouais.
il fallait avoir, donc je dois avoir 350 heures, 450 heures, parce que il fallait 350 heures de vol en commandant de bord pour pouvoir passer la qualif. Voilà, c'était le minimum requis pour la qualif L39. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, il doit y avoir forcément un nombre d'heures pour passer avec un avion à réaction, du coup, avec un réacteur, pardon. Ouais, tu peux pas sortir de PPL et dire, même si j'ai le budget, je pars sur L39. T'as un nombre d'heures minimum. Ouais, c'était 350 heures. Ok. Quelle place tu donnes au quotidien à l'aviation ? Est-ce que souvent dans mes invités, j'ai deux écoles. J'ai ceux qui arrivent à couper et à tourner la page, et une fois qu'ils sont plus dans l'avion, ils pensent et ils parlent d'autre chose. Et puis j'ai ceux qui n'arrivent pas à tourner la page et qui vivent à peu près et qui mangent et qui dorment aviation du début jusqu'à la fin de la journée. Toi, tu te retrouves un petit peu dans quelle équipe, on va dire ? Bah moi je suis totalement mixte. T'arrives à faire la part des choses. Ouais, je suis pas obsédé, je fais pas un break de mon cerveau en disant bah non là aujourd'hui faut que je regarde les chiffres américains, l'inflation, comment évolue le Japon, la dette américaine, l'évolution du pétrole. Ouais. Et je me concentre dessus. Non, franchement, j'ai les deux univers en même temps. Et j'ai mon petit mon ordinateur à Surface où dessus je fais tous les suivis en même temps, des emails des pilotes qui envoient des demandes, des contacts, des renseignements sur Max 7. Ouais. Et qui est à côté de moi sur le même desk en même temps que je regarde l'évolution du pétrole, l'évolution des taux européens, du CAC, t'arrives à mélanger tout et à donner une place à tout. Pas de... Ouais, franchement, je trouve que ça se gère assez facilement. Ok. Alors, avant de parler, justement, tu commences à en parler, on va y venir à Max 7. J'ai juste deux autres questions à te poser avant. La première, c'est quelles sont tes sensations ? Qu'est-ce que tu as comme sensation quand tu es en vol ? J'ai souvent, pour exemple, à donner à mes invités que moi, personnellement, quand je vole, ça me permet un petit peu d'oublier tout ce qui se passe au sol et vraiment de partir, comme tu le disais, dans la troisième dimension. Et d'oublier un peu ces soucis qu'on laisse au sol. Toi, quelles sont tes sensations ? Je sais que souvent on a tous un petit peu ces sensations-là. Quelles sont les tiennes ? Est-ce qu'elles sont différentes ou pas ? Ah bah oui, complètement, parce que moi je suis quand même que dans des maths, des lignes de code, des marchés financiers toute la journée. Et dès que je suis en l'air, voilà, c'est un autre monde. Et puis le monde est tellement beau vu d'en haut, c'est quelque chose qui est... il y a même plus de mots pour décrire la beauté quand tu décolles et que surtout quand tu décolles au-dessus de la mer, tu vois, quand tu décolles de Saint-Gatien à Deauville, t'es tout de suite sur la mer, t'as la luminosité, et si t'as de la chance de passer dans un ciel de traîne, avec des nuages, tu vois, un peu éparpillés, tu passes au milieu des nuages, tu passes au-dessus, c'est extraordinaire, quoi. Donc, oui. Alors toi, ça te facilite. En L39, tu peux plus facilement que sur un DR400. Non, mais même en DR400. Non, parce que les tests Max 7, je les fais justement avec Pépé à Deauville. On part tous les deux au couchant pour tester Max 7 parce que c'est la nouvelle version. Il y a une nouvelle option dessus, donc j'ai besoin de la torturer pour vérifier qu'elle fonctionne bien avant de la mettre en prod. Ouais. Voilà, c'est pas volé, que tu sois en DR400, en Zephyr 28, en L39 ou même ou en Rafale. Moi j'ai des pilotes de Rafale ou de Mirage. La sensation, c'est toujours la même. Hein. Ouais, tiens, j'ai juste une question avant de venir à une anecdote que tu pourrais nous raconter. Est-ce que tu retrouves un plaisir différent ou est-ce que tu retrouves même tout simplement un plaisir quand tu passes par exemple d'un L39 à un DR400 ? Ouais, c'est pareil. C'est pareil ? C'est pareil. Ouais. C'est pareil. Non, mais déjà, il y a une grosse différence. C'est que le L39, t'as pas trop le temps de regarder. T'as pas trop le temps de regarder en bas, quoi. Tu vois. T'es quand même concentré. Tout va très vite entre la radio, les paramètres de ton avion. T'avances quand même à 250 nœuds. Voilà. C'est ça. Tout va très vite. Hein. Ouais. Ouais. Quand DR400, t'as déjà un peu plus le temps de voir venir les choses. DR400.
DR400, je me souviens très bien, une phrase très très drôle dans le film là, Les Chevaliers du Ciel, là, tu sais, comment il s'appelle à un moment donné, je sais plus, ça doit être, c'est l'équivalent de la verdure, mais je sais plus comment il s'appelle. Et à un moment, il a quitté son Mirage 2000, il vole dans un coucou, un biplan, et puis il dit, ouais, allez, je pourrais m'arrêter pour aller pisser, tu vois. Ouais, c'est vrai Donc, en fait, le DR400, tu te dis, bon, ok, j'ai le temps de prendre contact avec la tour de contrôle ou avec le SIV, je suis pas la bourre. Ouais. Pour L39, tout va super vite, quoi. Ouais. Et en termes de pilotage, tu dirais qu'il faut avoir plus de finesse sur L39 que DR400? Bah, la différence, si tu veux, c'est que quand tu vas à 250 nœuds, 300 nœuds, si t'as pas la bonne assiette, quand tu montes ou que tu descends, ça va très très vite, quoi. Ça va très vite. T'as tout de suite pris 500 pieds en disant, ah bah merde, juste tu baisses les yeux pour regarder ta carte ou regarder Mach 7. Hop. Pour faire un petit zoom dessus, t'as pas fait attention et t'as déjà pris 500 pieds, quoi. Tu vois, tu dis, oulala, zut. Ouais. Avant de parler de Mach 7, on va finir avec une anecdote un petit peu sympa ou un truc loufoque qui te serait arrivé, un truc que tu juste sympa à nous raconter comme anecdote. Ouais, je vais te raconter. Et en fait, c'est la naissance de Mach 7. Ah ben alors oui, allons-y. Ouais. En fait, j'étais donc avec Pépé en vol d'instruction. Ouais. Et puis à un moment donné, on était au-dessus de la Pampa, et puis il me dit, mais est-ce que tu sais où on est là? Moi, je voyais pas trop, j'étais un peu paumé sur ma carte papier au ACI là. Et puis je voyais une espèce de ville à droite. Je lui dis, ah bah dis donc, ouais, non mais regarde là à droite, là ça c'est Lisieux. Ouais. Et puis il me regarde comme ça, il me dit, bah alors je pense qu'ils ont déménagé la basilique pendant la nuit alors, parce qu'il n'y a pas de basilique là, dans ce qu'on voit à droite. Et donc j'étais complètement paumé, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même, voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait rien, ça n'existait pas. C'était vraiment la carte, le chrono, top. C'était le Top Cap Alti, Radio Naf, compas pétrole, tu vois. Ouais. C'était le cycle d'ordre. Ouais. Alors bah ouais. Et donc, ils avaient déménagé la basilique de Lisieux pendant la nuit, et moi, j'étais paumé dans la Pampa. Et là, il m'a dit, bon, bah, pour retrouver ton chemin, je vais te montrer comment est-ce que, avec un VOR, tu vas réussir à retrouver ton chemin. Et puis après, tu vas demander un QDM à la radio en disant, bah voilà, je suis là, je suis perdu, et donnez-moi un cap à suivre pour retourner sur Deauville. Ouais. Et du coup, voilà. de là est né Mach 7, et du coup, bah, allez, on va enchaîner directement sur la première question concernant Mach 7. Du coup, est-ce que tu peux rentrer plus en détail? Donc, on va dire que ça, c'est le début de la genèse où tu t'es dit, bon, bah voilà, comme je suis paumé, et j'imagine que tu t'es dit, bon, il va falloir que je trouve un moyen de me retrouver facilement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est arrivé Mach 7 depuis donc cette histoire jusqu'au développement, etc. Comment ça s'est un petit peu passé? Ouais. Alors, très rapidement, en fait, est sorti le premier iPad. Ouais. Et là, en fait, j'ai eu un flash où je me suis souvenu quand j'avais 13-14 ans, donc il y a bien longtemps, il y a 35 ans, 40 ans de ça. Ouais. Je me suis souvenu d'une émission qui avait eu... alors à l'époque, si tu veux, c'était Aujourd'hui Madame, ensuite Les Chevaliers du Ciel. Ouais. Et ensuite, ils avaient passé une émission sur les pilotes de Jaguar. Okay. Et on voyait les pilotes de Jaguar en salle de prépa-vol qui préparaient leur mission. Ouais. Ensuite, sur un espèce d'ordinateur d'il y a 40 ans, en fait, ils rentraient, je pense, parce que c'est un vieux souvenir, ils rentraient les différents points, les différents waypoints dans une espèce de vieil ordinateur. Et ensuite, ces points étaient mis dans une espèce de cassette qui avait la taille d'un paquet de cigarettes. Ouais. Et les pilotes partaient dans leur Jaguar et pluguaient sur leur droite leur espèce de cassette, je te dis la forme d'un paquet de cigarettes. Ils le pluguaient dedans, en fait, ça alimentait le calculateur de bord. Et c'est avec ça qu'ils partaient. Et quand est sorti le premier iPad,
ce truc-là, mais c'est jeté à mes yeux. Et je me suis dit, en fait, ce qu'il faut, c'est développer un logiciel qui, à la fois, permet de préparer ses vols tranquillement, comme les pilotes de Jaguar ou les pilotes de chasse en salle de prépa vol. Ouais. Et ensuite, l'iPad n'est que la version embarquée du travail qu'on a fait. Ouais. Et là, j'ai retrouvé un vieux copain de Versailles, parce que j'habitais à Versailles, qui lui avait été sur Super Étendard. Ouais. Et je lui en ai parlé, et il m'a dit, mais ouais, c'est génial et tout. Et voilà, on s'est associés, et là, on s'est dit, bah, il nous faut un ingénieur. Et là, on a trouvé Emmanuel, qui lui était ingénieur ENAC informatique. Ouais. Et lui, à l'époque, il avait sa société, parce que maintenant, il est chez Airbus, mais il avait sa société. Et c'est comme ça qu'on a lancé le Mac 7. Et okay. Et Emmanuel avait un copain qui était un codeur web, ouais. qui était un petit génie. D'ailleurs, c'est Sébastien, il vient de rejoindre le capital de Mac 7. Tu vois là, il vient de nous rejoindre parce qu'avant il était un petit peu ailleurs. Et pour lui, si tu veux, Mac 7, c'est comme c'était lui qui a tout fait sur le web. Il a dit mais moi Mac 7 c'est mon bébé, j'adore. On lui dit bah écoute, rejoins-nous. Et donc, il nous a rejoint là, la semaine dernière, au capital de Mac 7 et il va redévelopper plein de choses nouvelles sur Mac 7 pour le web. Ah. Et donc, en fait, on a développé ça et c'est comme ça qu'a commencé, en fait, Mac 7. Et l'idée, c'était de se dire, ben, on prépare pas son vol comme ça, à la volée, sur une aile. Voilà, on prend son temps, on prépare, on utilise différentes cartes, on va chercher les infos, toutes les infos de vol, tout ça, on prépare son dossier de vol. Et l'iPad, en fait, la tablette ou le téléphone, n'est que le reflet du travail et de la préparation de vol qu'on a faite. Parce que c'est un vol bien préparé, c'est 99% d'emmerde en moins. Excuse-moi l'expression, mais on est d'accord. Voilà. On est entièrement d'accord. Donc c'est ça. En fait, c'est adapté aux civils un concept militaire. Ouais. Et après, donc on a eu un amiral qui nous a rejoint aussi pour nous conseiller. Qui lui a été sur Étendard 4, Super Étendard. Il était chef du projet Rafale Marine. Enfin bon, il un vieux routier de l'aéronautique qui nous a aussi beaucoup aidé dans les besoins, les conceptions. Ouais. Et c'est comme ça qu'est né. Et après, arrivé l'iPad 2, iPad 3, iPad 4, etc. Donc la technologie a pu évoluer jusqu'à aujourd'hui où on a lancé donc une nouvelle version beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus puissante, beaucoup plus adaptée sur tout ce qui est mobile. Ouais. Donc iPad, tablette, Android et téléphone. Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas Mac 7, parce que le but c'est un petit peu de faire le tour de l'appli, est-ce que tu peux nous expliquer, tiens on va faire une question assez simple et pragmatique, c'est souvent les questions que je pose notamment pour les logiciels de nav ou à l'époque quand on avait reçu Paul de Safe Sky. Imaginons, tiens, on va faire une nav dans l'après-midi. On imagine qu'on a beau temps, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on imagine. Comment ça se passe? Alors je vais donner un indice parce que du coup, comme tu l'as dit, ça débute via la page web de l'ordinateur. Mais voilà, comment ça se passe, on va dire, du bureau où on est sur la page web jusqu'au moment où on s'installe dans le cockpit et jusqu'au moment où on repose les roues sur la piste et où on descend de l'avion. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire ce qu'on va pouvoir retrouver avec Mac 7 à chaque étape un petit peu clé du vol? Oui, absolument. En fait, si tu veux, alors déjà, tu peux préparer un vol à la fois sur le web ou alors uniquement sur la tablette. Oui. Tu as les deux possibilités. Hein. Si tu veux préparer ton vol sur le coin de l'aile, tu peux le faire aussi. Hein. Oui. C'est pas un sujet. Mais l'idée de base, c'est de te dire, voilà, j'arrive à l'Aéroclub, je me connecte sur mon compte, je fais un vol, je pars de A, imagine, je pars de Saint-Gatien-Deauville et je vais à, à Dinard. Ouais. Eh bien, j'écris Deauville dans une case et je vais à Dinard. Et là, sur une carte, il va me tirer un trait direct. Ouais.
Et puis je vais me dire, bah tiens, j'ai envie de passer par la pointe du Hoc parce que bah c'est là où les Américains ont lors du jour du débarquement ont dû grimper pour aller réduire les fortifications allemandes. Et puis après, je veux passer par tel endroit, je veux passer par faire le tour du Mont Saint-Michel. Donc en fait, tu as des waypoints à créer. Ouais. Donc tu vas créer des waypoints. Donc tu vas avoir en fait, tu vas de A à B, mais en fait tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, autant de waypoints que tu veux. Et puis ces waypoints, tu vas pouvoir les identifier également avec une carte satellite. Donc en fait, tu as la Google Satellite, tu as la Google Relief, tu as la Google classique. Tu peux utiliser toutes les cartes. Tu peux utiliser l'OACI 500 pour vérifier, pour éviter des zones, parce que t'as pas envie d'aller raconter ta vie à la radio. C'est ça. Donc voilà, donc en fait, tu à la fois à l'horizontale, mais aussi en verticale. Ouais. Donc tu peux préparer absolument totalement ton vol. Et une fois que tu as validé ton vol, bah en fait, il est dans nos serveurs. Et instantanément, quand tu vas ouvrir ton iPad ou ta tablette, je sais pas, une Samsung ou n'importe quelle autre, ouais. Bah, en fait, tu vas aller dans mes vols et tu vas retrouver le vol que tu viens de préparer. Ouais. Et donc, tu as un dialogue en temps réel entre ta tablette et les serveurs Mac 7. C'est ça. Et tu n'as plus qu'à le loguer. Et ce que tu as préparé et après, arrive tu fais juste, tu fais vol préparé, tu cliques dessus, tu dis vol Deauville Dinard, tu cliques dessus et puis il te demande la quantité de carburant que tu emportes au départ parce qu'on a intégré, et ça c'est important parce qu'on est les seuls à faire ça, à avoir intégré une conso carbu. Oui. Dans l'application. Et puis tu pars, hein, il va te donner la base, hein, c'est de donner la position de l'avion sur une carte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. En te rappelant également ta conso carbu. Il me semble que même on peut paramétrer. Je sais que j'ai un avion où je change de réservoir toutes les demi-heures. On peut avoir l'alerte pour changer de réservoir toutes les demi-heures. Voilà, tu as toutes tes alertes. En fait, à chaque fois que tu vas passer sur un waypoint, il va t'afficher. Parce que je te rappelle la base, hein, de ce on apprend avec un instructeur au premier vol. Tu passes à waypoint, top, cap, alti, radio, radionav, pétrole. C'est ça. T'as tes 6 ordres. Ouais. Et donc le dernier c'est le pétrole parce que le pétrole c'est le plus important. Hein, quand même. Ouais. Donc voilà, parce qu'après si tu te perds, t'appelles le contrôleur et il te ramène à bon port. Mais si t'as plus de pétrole, voilà, parce que tu peux avoir une fuite. En fait, tu vas consommer plus que ce qui est prévu, donc ça va te donner des alertes en disant attention, voilà. Ouais, c'est ça. En vol, est-ce que tu peux nous indiquer en vol, alors effectivement on retrouve la position de l'avion selon un fond de carte qu'on a choisi, hein. On a l'OACI 500, on a aussi les cartes à Bossi, enfin on a globalement t'as toutes les cartes dispo imaginables. Est-ce que tu peux nous donner d'autres infos? On a la radio qui s'affiche selon les zones, enfin la fréquence radio à contacter. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'écran qu'on a devant nous quand on est en vol? Oui, quand tu es en vol, en fait, la première ligne, c'est le segment sur lequel tu es. Donc, il va te donner le prochain waypoint, le temps que tu vas mettre, la distance. Il va te mettre un petit peu toutes tes informations. Si tu cliques sur cette première ligne, en fait, il va t'afficher un log de nav en temps réel. Il va te donner la consommation. Donc en fait, le dernier chiffre, c'est ce qui te reste à l'arrivée comme pétrole. Oui. En fait, là, on a recalé. En fait, c'est un truc qu'on a mis en place il y a 6 mois de ça, ce nouveau log de nav. On a fait ça avec justement Émeric, qui lui maintenant est pilote chez Air France. C'est-à-dire qu'on a utilisé la technique des pilotes de chasse et on a mélangé en fait ce qu'ils font eux. Comme en tant que pilote de chasse et les techniques qui sont utilisées chez Air France pour la conso carburant. Ouais. Et donc c'est ça qu'on a mis en place dans Mac 7. Donc quand tu cliques sur la première ligne, tu as le log de nav qui s'affiche et tu sais exactement quelle est ta conso, la conso du segment précédent, la consommation qui est en cours. Mais en fait, c'est une consommation en temps réel. C'est-à-dire que si tu avances à 100 nœuds et que tu as un vent et que tu consommes 10 litres et que tu as un vent de face de 50 nœuds,
Bah en fait, pour faire ton trajet, tu vas mettre, tu vas mettre 20 litres. Tu vas pas mettre 10 litres pour le faire. Ouais, la consommation est Tu vois donc ce que je veux dire? ouais, la consommation est affinée selon les caractéristiques météo en fait, c'est ce que tu es en train de me dire. Ouais, exactement, ouais, exactement. Donc c'est en fait, c'est assez, c'est assez, C'est assez précis. c'est hyper précis et c'est hyper important. Et d'ailleurs autour, en fait, tu as on va réenclencher là parce on l'avait enlevé pour des tests, mais on va réenclencher. En fait, tu as un rayon d'action autour Ouais. de toi, de ton avion. Oui. C'est-à-dire que plus tu vas consommer, plus en fait ton rayon d'action va se réduire. Ouais. Et en fait, tu sais que si jamais tu commences à être un peu short pétrole, bah, dans n'importe quel aéroport qui est dans ce cercle, Tu vas l'atteindre. tu peux y accéder. Tu Ok. peux l'atteindre, ouais. OK. Donc ça prend également en compte l'altitude, la hauteur à laquelle l'avion est. Est-ce que du coup, plus t'es haut, plus tu vas avoir de marge de manœuvre pour aller. Non, alors pas encore. Pas encore. Non, pas encore. Mais ça c'est fait partie des prochains développements. Ok. En fonction de l'altitude, en fait, tu vas définir une règle. Ouais. Une sorte d'abac en fait, qui va te dire bah voilà, si t'es à 200 pieds, bah tu consommes tant, si t'es à 5000 pieds, tu consommes tant, si t'es à 10 000 pieds, tu consommes tant, voilà. Bon après ça reste du vol VFR, hein. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc le max c'est 12 500 pieds, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. On va parler un petit peu de chiffres, tiens, pour se rendre compte. Est-ce que tu as en tête quelques chiffres, nombre d'utilisateurs qui utilisent Mach 7 ou autres chiffres un petit peu à nous donner pour nous donner un ordre d'idée sur l'utilisation de Mach 7 aujourd'hui? Bah oui, alors depuis le lancement de Mach 7, le week-end dernier, Ouais. on a passé les 90 000 inscriptions sur Mach 7. Ah ouais. Ah. Et aujourd'hui, quand on fait un emailing, sur la newsletter, on Ouais. envoie à tous les inscrits Mach 7. La emailing, elle fait 52 000 emails. Et emails propres, hein, parce qu'on passe par Mailjet. Ouais. Et alors, Mailjet, c'est des... ils font... t'as vite fait de te faire blacklister si t'as des mails pourris, des mails non existants, si t'as des spams, tout ça, en fait, tu te fais blacklister. Donc, vraiment, on a une base propre de 52 000 inscrits. Voilà. Ouais, donc. Et quand on envoie un email, en fait, il y a à peu près 25 000 personnes qui l'ouvrent et qui lisent, voilà, qui ont ouvert le mail. Ok, ouais, vous avez même le retour par rapport au nombre de gens qui ouvrent le mail. Ouais, ok. Ouais. À la différence, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler un petit peu d'un aspect entre guillemets économique. On a de plus en plus d'applications aujourd'hui qui commencent à quitter le mode de gratuité. On en a une autre en tête, hein, qu'on a interviewé justement pour toute neutralité sur Pilote Podcast, qu'on avait interviewé au podcast d'avant, qui est devenu avec un modèle économique payant. Sauf erreur de ma part, l'appli Mach 7 est encore gratuite à aujourd'hui. On ne paye, si je ne me trompe pas, que l'abonnement à la préparation web et l'abonnement aux cartes, notamment au ACI, SIA, BOSSI, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous refaire un petit bilan un petit peu de ce qui est possible de faire gratuitement, on va dire, et est-ce que c'est un modèle qui va perdurer pour vous, ou est-ce que du coup, comme beaucoup de développeurs, tôt ou tard vous serez limité, vous serez obligé de passer vers un modèle économique payant, parce que évidemment. Non, mais nous. Ouais, non, mais nous, on est passé payant déjà, enfin payant, un abonnement si tu veux. C'était début 2025, donc il y a maintenant un peu plus d'un an. Ouais. Où voilà, t'avais deux abonnements. T'avais un abonnement premium. Oui. Où là, en fait, t'as pas de limite d'avion, t'as pas de limite de nombre de vols, tout ça. Et un premium plus où dessus, t'as toutes les cartes géoréférencées, et puis t'as toutes les, t'as plein de, t'as des options supplémentaires. Ok. Mais après pour les cartes, c'est comme les autres, hein, on est un peu revendeur de cartes, hein. Voilà, la marge le marge qui est faite sur les cartes est quand même assez minime. Ouais. Donc en fait, on est plus des revendeurs de cartes, voilà, puisque nous on les achète les cartes aussi. Donc en fait, on les revend à un prix pas très éloigné de auquel on les achète, quoi. Oui, c'est Mais ça. en fait,
c'est important. Je veux dire, il peut pas y avoir de bonnes applications gratuites. Je veux dire, le gratuit, ça n'existe plus. Là, par exemple, sur tout ce qui est mobile, Android et Apple, il y a d'énormes développements qui doivent être faits avant avril-mai. Donc, c'est avril pour Apple et mai pour Android, pour passer sur Apple 26, sur iOS 26, enfin sur les nouveaux, toutes les nouvelles normes. Ouais. C'est des frais de développement. Nous, là, pour le coup, on passe par des codeurs extérieurs parce que le niveau là est très élevé pour pouvoir, et pour pouvoir garantir la qualité. Donc nous, c'est payant. Oui, de toute façon, mais on ne se l'a comme tu disais. Franchement, 24 € par an. Ouais. Pour la version premium, c'est même pas, c'est un café par mois. Ouais. 48 € par an, c'est 2 cafés par mois. Franchement, le pilote qui paye son vol à 150, autour des 150 € en DR400, s'il n'est pas capable de mettre 2 cafés par mois ou un café par mois pour, être volé en sécurité. Bon, je pense qu'il faut qu'il arrête de voler, quoi. Et puis aujourd'hui, c'est le bilan que je faisais. Hein. Aujourd'hui, quand tu comptes l'abonnement à 25 € plus une carte au ACI ou peut-être, alors moi je suis fan de Bossy également, mais si je prends les 2 cartes plus l'abonnement, je suis au tarif de toute façon de tout l'ensemble des autres applis de vol. Hein. Donc quoi qu'il en soit, on est tout. Enfin, les applis sont dans le même mouchoir de poche en termes de tarifs. Et effectivement, comme tu le disais, on ne se leurre pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire de bonne application si tu n'as pas un minimum de modèle économique, ne serait-ce que, comme tu le citais aussi, par les frais de mise en service sur les Android Store et Apple Store, etc. Ça, là-dessus, j'ai aucun problème avec ça et je suis complètement en accord avec toi. Est-ce que... Non, mais il y a même, il y a des frais qui sont incompressibles. Oui. Nous, la clé pour nous, la grosse différence qu'on a avec tous les autres, c'est le web. Oui. Parce que tous les autres, en fait, ils ont pas de web. Alors il y en a qui vont essayer de s'y mettre. C'est ça. Ça va être, je pense que ça va être assez long et assez compliqué parce que c'est une techno, c'est pas une techno appli. Ouais. Nous, notre Sébastien là, qui est notre développeur web, lui, il s'est pas codé sur des applis. Oui. Et il dit c'est deux mondes différents. Ça n'a rien à voir. Faut vraiment être pur informaticien. Et pour faire ça. Mais ça, rien que ça, t'as des frais de serveur. Nous, on est chez Amazon Web Services. Ouais. Pour les serveurs, ça te coûte 1000 $ par mois. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, et comme tu veux être sur des serveurs propres, backupés, enfin, il y a tout est assez puissant. T'as des frais fixes qui sont qui sont importants, quoi. Justement, tiens, est-ce que tu peux revenir et nous parler un petit peu de la partie web? Parce que c'est une particularité qui est propre à Max 7, hein, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la préparation web qu'on va trouver, notamment l'aisance un peu plus grande qu'on a, parce que bien souvent via un PC, on a un écran un peu plus grand, donc c'est un peu plus facile pour bosser. Mais comme tu le disais, le fait d'avoir une vision avec Google View notamment, moi je trouve que c'est assez sympa pour visualiser un terrain en amont. Est-ce que tu peux nous reparler un peu de la partie web, s'il te plaît? En fait, si tu veux, nous, on part du principe clé que tu prépares ton vol. Ouais. Donc, en fait, base. Tu vas aller d'un point A à un point B, tu vas mettre 5 waypoints au milieu, que tu vas pouvoir vraiment bien cibler, je sais pas, la maison de ta grand-mère, ou la maison de ta belle-mère, avec la carte, avec Google, le Google Satellite, tu vas pouvoir vraiment mettre exactement le point, le waypoint dessus, des choses comme ça. Ouais. Mais ça c'est la base. Hein, c'est la base. Aller de A à B en passant par 5 points, c'est la base. Ouais.
Après, il y a plein d'autres choses que tu dois intégrer. Il faut que tu intègres un log de nav. Il faut que tu regardes quelles sont les altitudes à laquelle tu veux voler, quelles sont voilà les différentes zones de radio dans lesquelles tu vas passer. Est-ce que tu veux tirer des bords? Alors maintenant, je sais que les bords sont en train de disparaître, mais voilà, quelles sont les radiales que tu veux avoir pour pouvoir traiter ça dans ton avion. Ensuite, alors autre point important, c'est la météo. Oui. Oui. La météo, tu dois dire, ok, c'est quoi la météo? Donc nous, tu vas avoir accès à l'ensemble de toutes les informations météo, que ce soit les temps-ci, que ce soit les WinTem, les radars, les satellites. Ouais. Enfin tout ça. Donc tu vas pouvoir faire ça à l'aéroclub avant de partir. Ouais. Ensuite, t'as quand même un truc que les gens oublient, c'est tout le devis masse et centrage. Oui. Oui. Donc devis masse et centrage, parce que les gens oublient, mais quand à l'arrivée t'as la gendarmerie qui t'attend et qui commence à te poser des questions, ils vont te demander ton devis masse et centrage. Ouais, c'est vrai. Et si tu l'as pas, si le gendarme il est pas sympa avec toi, il va tu peux avoir des problèmes. Ouais, donc ça c'est quand même c'est important. Donc là, dans les caractéristiques, quand tu crées tes caractéristiques d'avion, tu as toutes les données, masse, centrage, tu as tout ça. Qui sont imprimables, si je me trompe pas, on peut les imprimer et les mettre au dossier. Ça, c'est important à signaler. Ouais. C'est très important, parce que les gens oublient de faire leur devis masse et centrage. Mais en fait, c'est obligatoire. C'est obligatoire, ouais, c'est bien de le rappeler. C'est obligatoire dans le dossier de vol. C'est important de le rappeler. Après, tu peux... Bon, alors déjà, t'as tout ton log de nav dans lequel tu peux écrire dedans. Tu peux renseigner plein de choses. Tu peux renseigner aussi les vents que tu vas avoir, auxquels tu vas être confronté. Ouais. La force et la direction. Et ça va automatiquement recalculer tous tes caps magnétiques. Oui. Voilà, et les temps de vol que tu vas avoir. Ouais. Donc, tu as déjà une aide importante avec ton log de nav. Ensuite, donc, tu as ton devis masse et centrage et ton devis carburant. Ensuite, tu as toute la route étroite. Qu'est-ce que tu veux imprimer sur ta route étroite? Donc, ta route étroite, il faut que tu imprimes tous tes métartaf de ta route étroite. Tu as les VAC. Les VAC que tu veux imprimer, enfin que tu veux avoir dans ton dossier de vol. Ouais. T'as les NOTAM aussi, parce que si au milieu on te dit finalement tu regardes le grammètre et qu'il te dit le grammètre en vol, il va te dire non, là il y a plus que 50 pieds de plafond, tu vas pas aller à Dinard. Parce que moi ça m'est arrivé en fait de vouloir faire ça, de faire un Deauville Dinard, et en fait sur mon téléphone. J'ai regardé, j'avais Max 7 sur mon téléphone, j'ai cliqué sur le grammètre en vol en temps réel. Il m'a affiché, et il m'a dit non, là tu vas pas du tout à Dinard. Hein. C'était bloqué à partir à partir du Mont Saint-Michel. Ouais. Alors que j'étais parti, comme ça, la fleur au fusil. Je suis gentiment rentré à Deauville. J'ai pas voulu prendre le moindre risque. Quoi. Ah, mais t'as bien fait. T'as bien fait. Donc où tu vas te poser à Cherbourg, et à Cherbourg, il y a peut-être un NOTAM que t'as pas fait, donc il faut que tu vérifies tout ça. C'est ça. Donc tout ça, en fait, tu peux cliquer, encoder, décoder, enfin tout ce que comme tu veux, tu peux tout avoir, et tout ça après va venir dans ton dossier de vol. Après, comme je t'ai dit, t'as toutes les cartes météo, que ce soit la Tansi, la WinTime, la satellite, la radar. Ouais. Après, t'as les SUPA IP, donc tu vas regarder les SUPA IP des e-régions. Oui. Paris, Reims, Brest, Marseille, Bordeaux, en date là, par exemple, aujourd'hui, vendredi, t'as les résumés, t'as tout ça. Ouais. Et puis, t'as la carte ASBA. Oui. Alors, la carte ASBA, nous, tu vas regarder quelles sont les zones qui sont actives, les horaires. Alors, sur le web, en fait, on va se plugger directement sur le SIA. Oui. Donc, quand tu cliques, en fait, tu arrives directement sur le SIA. Par contre, sur la tablette, nous, on a récupéré les données. Ouais. Et sur la tablette, en fait, elles sont en temps réel. C'est-à-dire que si tu arrives sur une ASBA qui est active, oui. En fait, l'ASBA, elle se met en rouge. En rouge, ouais. Elle se met en rouge. Donc, et ça, c'est en temps réel. Ouais. Parce que on se dit, tu vas pas consulter une ASBA en vol. Dans l'ASBA, toi, t'as besoin de l'info. Est-ce qu'elle est active ou pas active? Ouais. Et pas chercher. Est-ce que dis donc, je vais traverser une ASBA. On est vendredi, il est 16h.
est-ce qu'elle est active ou pas active. Ouais. Tu vois. Ouais. Et justement, donc là c'est vrai une vraie sauvegarde. Et après, bah, tu cliques sur la petite imprimante qui est affichée le dossier d'impression et ça t'affiche. Et t'as plus qu'à ou l'imprimer sur papier ou te l'envoyer en PDF sur ton mail. Et puis c'est parti. Et là-dessus, on a plein de choses qui vont qu'on est en train de développer. On est en train de développer toute la 3D. Ouais. Où tu pourras préjouer ton vol. Alors ça, c'était aussi une demande parce qu'on a des pilotes d'hélicoptères militaires qui utilisent Mach 7 et qui sont aussi intéressés pour pouvoir préjouer des vols et pour pouvoir faire leur débriefing. Et beaucoup d'instructeurs, parce que maintenant tu as vu qu'on était il y a la SNPI qui nous a demandé de faire une offre spéciale pour tous les instructeurs. Ouais. Et donc on a fait une offre spéciale SNPI et les instructeurs sont intéressés pour pouvoir briefer et débriefer des vols en 3D sur de leurs élèves. Mais justement, tiens, est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu as en tête quelques nouveautés à venir ? Tu nous disais que vous aviez une personne en plus sur le développement et qui va vous permettre d'avoir des nouveautés. En plus de celles que tu viens de nous donner là, est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver encore courant d'année 2026 ? Oui, bah déjà, il y a toute cette partie 3D. 3D, ouais. Voilà. Ensuite, il y a aussi un module aéroclub, parce qu'en fait, on a des présidents d'aéroclub qui nous ont appelés et qui nous ont dit, voilà, nous, on va vous prendre 30 licences. Et on voudrait et affecter après les licences. Et donc, nous, on avait déjà développé un premier module aéroclub, mais qu'on n'avait pas mis en prod. Parce que c'était pas... Et en fait, chaque pilote qui est membre de Mach 7 se déclarera membre d'un aéroclub. Par exemple, moi, je vais me déclarer membre de l'aéroclub de Deauville. Ouais. Et je vais avoir accès en fait à toute la flotte. Et ça sera le chef pilote qui va designer dans Mach 7 l'ensemble des caractéristiques de l'avion. Parce qu'il y a plein de caractéristiques, masse et centrage, tout ça, il faut pas se tromper. C'est ça, ouais. Et il y a plein de trucs. Est-ce que l'avion a un bateau de sauvetage ? Quels sont le nombre de fusées qu'il y a, etc. Parce que tout ça, et on va également, on est en cours de développement. Enfin bon, ça c'est assez facile. C'est le dépôt du plan de vol. Oui. Puisque donc ça va arriver aussi cette année. Puisque la DGAC aime bien quand il y a des plans de vol, donc même 2 jours. Bon, de nuit c'est obligatoire, mais 2 jours. Quand tu es à côté de côte, enfin traversée de mer, etc. Ouais. Voilà, exactement. Donc ils préfèrent avoir le plan de vol. Ouais. Et donc là, tu cliqueras juste et ça enverra avec toutes les caractéristiques de l'avion, les points. Le nom des gens qui sont dans l'avion et puis tout ce que tu dois remplir sur la fiche de plan de vol, quoi. Donc c'est ça. Donc en 2026, c'est une question que j'allais te poser. Donc vous allez on va pouvoir officiellement déposer un plan de vol via Mach 7, quoi. Ouais. Ok. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Ouais. Donc 3 choses. 3D, les modules spécial pour les aéroclubs. Ouais. Et le plan de vol. Et puis le plan de vol, voilà. Une question qu'on m'a souvent, je crois que c'est une question que j'ai le plus entendue en club. J'ai toujours un peu pour habitude de dire que je suis un peu le geek du club. J'ai assez tôt volé avec une tablette, ne serait-ce que pour avoir Safe Sky et ensuite une appli de nav. Souvent, ce qu'on me disait, c'est Nico, t'es gentil, mais à une certaine altitude, les données mobiles, elles ne passent plus et finalement, ton appli, elle devient obsolète. Alors, Paul de Safe Sky nous avait expliqué que via un système de serveur et de ping, effectivement, il permettait, en fait, il y avait besoin de très peu de réseau pour pouvoir continuer de se mettre à jour et de fonctionner malgré le fait qu'on vole au-delà de 5000 pieds. Est-ce que pour Mach 7, c'est un petit peu le même système ? Comment que ça se passe ? Ou est-ce que finalement, il vaudrait mieux redescendre en dessous d'une certaine altitude pour continuer à conserver les données ? Alors déjà, nous, Safe Sky, on ne veut pas l'intégrer pour l'instant. Je vais te dire pourquoi, et tu peux en parler à tous les pilotes militaires et dire non mais vous n'avez pas compris. VFR, tu regardes dehors. Oui. Après. Et tu vas pas te reposer sur un truc qui va te faire un bip, parce que si jamais tu as un bip
ton logiciel, si tu es un pilote VFR, je dirais non professionnel, Ouais. Tu vas être en panique totale. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Parce que tu sais pas d'où l'avion va venir, tu sais pas comment ça va t'arriver, tu sais pas à quelle altitude il est. Tu vas être en panique totale si jamais tu commences à avoir un bip d'alerte. Alors là, je vais te dire, moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. et moi, on m'a toujours appris, mais toujours, hein, VFR, tu regardes dehors, tu tournes la tête de gauche à droite, de gauche à droite. Tu regardes tes instruments, tu fais tes instruments dans le sens dans lequel on te l'a appris. Hop, gauche, droite, gauche, droite. Et toutes ces aides, en fait, nous, on n'est pas favorables. Les gens avec qui on bosse, ils sont pas non plus hyper favorables. Si tu as un problème, si tu montes à 5000 pieds, crois-moi que tu as un contrôleur qui va te dire break droite, 30 degrés, vous avez un conflit, même altitude, vol opposé. Hein. Oui. Ouais, alors, je fais pas l'avocat du diable, mais c'est vrai que pour utiliser quand même de mon côté l'appli, alors je me repose pas dessus, mais effectivement, pour moi, je le prends plus comme une paire d'yeux supplémentaire par rapport à mon vol. Mais effectivement, ça ne m'empêche pas du tout, et au contraire, effectivement, je regarde dehors. Mais pour autant, j'ai quand même pas mal d'exemples où je me suis déjà retrouvé avec un avion en visuel sur l'appli qui n'était pas en connaissance du contrôle aérien, tu vois. Après, voilà, je fais pas l'avocat du diable, toujours pour habitude de rester neutre dans Pilote Podcast. Mais voilà, l'idée, c'était surtout de savoir, en termes de connexion Internet, est-ce qu'on a toujours donc cette connexion avec Max 7, justement via ce système de cloud qui permet de toujours garder une connexion au final? Non, tu peux pas, mais en gros, jusqu'à 4000, 5000 pieds. Et moi, je m'en suis rendu compte. En gros, tu es quand même souvent assez connecté. Sauf si tu es vraiment au-dessus de l'Auvergne, en pleine Pampa. Effectivement, mais bon, en pleine Auvergne, au-dessus de la Pampa, non, mais ta proba, si tu veux, d'avoir de la collision, c'est plutôt des zones un peu. Si tu arrives à Paris, zone de Paris, tu arrives à Toussus. Oui, c'est ça. Voilà, là, c'est un peu le cauchemar, quoi. Ouais. Enfin, après, et franchement, les contrôleurs. Moi, j'ai jamais été exposé à un contrôleur qui m'a pas dit, voilà, attention, vous avez un vol conflictuel, descendez, qui est à 3000 pieds, descendez 2000 pieds. Moi, ils m'ont toujours dit ça. Hein. Moi, franchement, j'ai trouvé que les contrôleurs, ils faisaient super bien leur boulot et voilà. Bon, et moi, j'ai toujours trouvé des contrôleurs qui étaient vraiment là pour soutenir les pilotes. Ouais. Et moi, qui ai connu la zone jeune pilote où t'es un peu paumé. Voilà, tu te sens un peu seul. Moi, j'ai toujours trouvé des contrôleurs, franchement, qui étaient. Moi, j'étais content de les trouver, tu vois. Ouais. Et franchement, ils étaient tout stop. Voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui râlent sur eux, mais moi, des moments. C'est comme ceux qui râlent sur la police. Quand elle est là, ils sont bien contents. Voilà. On est bien d'accord. Oh, et puis on reviendra pas là-dessus, mais on a besoin de nos contrôleurs aériens, ça c'est évident. Là n'est pas la question, effectivement. Je voulais rebondir sur une avant-dernière question. Il y a quand même beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup d'applis de navigation qui existent. Il suffit de regarder un petit peu dans le store et de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'applis. Quand on parle d'applis sérieuses, ça se réduit fortement et je dirais même que ça tient même sur les 5 doigts de la main. Si toi tu devais donner les avantages pourquoi choisir Max 7 par rapport à d'autres applis, quels avantages tu donnerais de Max 7 pour aider à faire un choix? D'abord, en premier lieu, c'est le concept web. Ouais. C'est le concept web mobile. Toutes les applis, elles sont concentrées mobiles. Il y en a un, il est en train de développer. On va voir ce que ça donne sur la partie web. Mais nous, c'est notre histoire. Ouais. Nous, notre histoire, c'est tu prépares, mais que tu sois à Singapour, à Melbourne, à Genève, à Londres. Que t'es pilote et que t'as envie de te préparer un vol,
eh ben tu vas pouvoir te préparer ton vol tranquillement dans la chambre d'hôtel ou au bar du Hilton de Singapour. Tu vas dire j'ai un vol, ça va être sympa, je vais aller faire un petit tour, je vais faire un Deauville, Cherbourg, où je vais faire les plages du débarquement. Tiens, je vais bien spotter les plages du débarquement à Romanche, tout ça. Pour faire un vol, à montrer à des amis un peu toute cette partie extraordinaire de la Normandie. Ouais. Bon, je prends mon temps pour le préparer, tu vois. Ouais. Après, l'objectif de Max 7, c'est d'aller au plus simple. Ouais. Parce que quand t'es dans ton avion, t'es pas là pour commencer à regarder, à tortiller ton truc. Toi, ton avion, c'est la carte, l'avion sur la carte, les waypoints, ta conso carbu et quand tu es connecté, la météo parce que tu vas pouvoir avoir ton grammette en instantané sans nautique devant ton avion. C'est ça. Parce que en aviation, il y a deux choses. C'est la météo et ton pétrole. Le reste, je dirais qu'il suffit que tu parles à la radio et on va t'aider. Et globalement, ouais, c'est ça. Ouais. C'est météo pétrole. Ouais. Et donc voilà, donc c'est d'avoir réussi à simplifier la prise en main de Max 7 Pilote sur mobile. Elle est, un enfant de 5 ans est capable de le faire, quoi. C'est d'une simplicité. Bon, après il y a l'installation initiale qu'il faut faire. Oui. Bon, là en fait tous les pilotes, ils ont on leur envoie un PDF avec la procédure d'installation. Il ne faut pas qu'ils oublient d'aller télécharger dans gestion des données les cartes auxquelles ils sont abonnés. Oui. L'onglet mise à jour, d'aller télécharger les VAC, les VAC GeoRef s'ils ont pris l'abonnement Premium Plus, et d'aller charger les cartes Icarus. Les gens oublient un peu les cartes Icarus, mais les cartes Icarus, c'est juste génial. Moi, la FFA là-dessus, moi, je trouve ça dommage que des aéroclubs n'aient pas fait leur carte Icarus. La carte Icarus, c'est vraiment le savoir des pilotes locaux en disant mais attention, si vous arrivez après 17h, l'axe de la piste, vous allez avoir le soleil en pleine tête. Telle info, si jamais vous avez une panne au décollage en 30 degrés droite, le premier champ qui est là. Enfin, c'est ça se prépare pas sur une tablette, ça se prépare sur le web. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pensait pas, ça. Ouais, tout à fait. On n'y pense pas, mais c'est super important. Et en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui font que, en fait, quand on va partir en vol, en fait, le mental est préparé. Ouais. Le cerveau est préparé et il sait déjà en gros quoi faire. Il a déjà épluché 95% des problèmes qui peuvent arriver. Et la nav est sur la tablette. Et franchement, Android. Alors sur l'ancien Max 7, c'était compliqué sur Android parce que Android c'est très compliqué à coder. C'est pas un truc. C'est pas une science exacte. Donc et sur le Max 7.1, on a eu beaucoup de problèmes sur Android. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur Max 7 Pilote où on est reparti de zéro. Et là on s'est dit maintenant on va réfléchir à quelle est la meilleure option pour développer iOS et Android. Et là franchement le Max 7 Pilote c'est vraiment c'est d'une efficacité, c'est solide, c'est fiable, franchement, ça marche super bien. D'ailleurs, c'est pour ça que la SNPI, le SNPI, nous a demandé de travailler avec eux, quoi. Ouais, effectivement. Je vais, avant de partir avant de te donner le mot de la fin, et c'est pareil, on a une autre tradition chez Pilote Podcast, on a les 10 questions flash. Tu verras, ce sont 10 questions hyper simples auxquelles on te demande de répondre avec un mot. On va revenir sur le côté humain de l'appli, on va dire même de l'expérience Max 7. Je voulais savoir, toi, personnellement, quelle a été ta plus grande fierté ou quelle satisfaction t'en as tiré justement de mettre Max 7 à jour, de faire naître Max 7 aujourd'hui? C'est de pouvoir apporter vraiment aux pilotes un espace mental de sécurité,
où franchement tu te sens à l'aise et tu as toutes les informations nécessaires en un seul coup d'œil Ouais. sur ta tablette. Et c'est surtout aussi le plaisir de préparer son vol, parce que c'est un vrai plaisir de préparer son vol. Ouais. C'est pas de se dire je vais de A à B, toc 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 toc. Non, c'est franchement, moi je le vois, tous les pilotes Mach 7, voilà, ils travaillent sur le web, ils adorent, ils vont sur la carte satellite, ils se disent ah bah tiens on va passer par là, bah tiens sur cette visite des plages de Normandie, je vais passer au-dessus du cimetière de Colville. Je vais spotter dessus. C'est quoi la réglementation? C'est quoi comment quelles sont les altitudes mini max? Enfin vraiment, c'est ce plaisir de préparer son vol. Parce qu'après, la tablette, c'est la version embarquée. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que pouvoir spotter et mettre des points de passage ou de choses à voir, ça apporte vraiment un réel plus. Et en plus, on peut vérifier via la carte Google Earth. Donc, ouais, c'est vraiment un réel avantage. Je te laisse le mot de la fin juste avant les questions flash. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais aborder dont on n'a pas abordé? Peut-être possible qu'on ait oublié des choses, je pense qu'on a été bien précis, mais voilà, si tu veux dire un dernier mot ou aborder un point qu'on n'a pas abordé, ben, je te laisse l'aborder. Non, mais je pense qu'on a abordé tous les points importants, intéressants, et voilà. Alors, faut savoir que Mach 7, c'est pas nous, on vit pas de Mach 7. Hein. Je te dis, Manu, il est ingénieur chez Airbus à Toulouse. Moi. Je suis patron d'une société de gestion qui gère des fonds. Ouais. Et Mach 7, c'est vraiment notre bébé, quoi. C'est vraiment notre plaisir. Et c'est vraiment, on cherche vraiment à apporter aux pilotes vraiment toute notre passion, notre dévouement qu'on a et toute l'écoute qu'on a vis-à-vis des pilotes par rapport à leurs besoins, pour leur faire plaisir, parce que c'est la communauté de pilotes, c'est une communauté, c'est particulier, c'est des gens qui vivent des choses que les autres ne connaissent pas, en fait, là, que ça soit vivre en 3D, vivre ne serait-ce que d'avoir un facteur de charge de 2G. Oui. Rien que ça, c'est quelque chose que le pilote connaît, que le reste des autres ne connaissent pas, et c'est extraordinaire. Et regarder la Terre de haut, c'est un plaisir qui est incommensurable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au final, on passe notre temps à se faire plaisir en vol VFR. C'est vraiment le fin mot de l'histoire. C'est que c'est du vol plaisir, à mon sens en tout cas. Hein. Ben oui, exactement, c'est ça. Bon, écoute, merci à toi. Allez, juste avant de se quitter, la tradition des 10 questions flash. Alors, tu vois, c'est 10 questions très très simples et je dis toujours que la réponse est dans la question automatiquement, puisque effectivement, tu verras qu'elle y est. Voilà, ça nécessite une réponse en un mot et ça permet nous de connaître un peu mieux nos invités. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu es plus Boeing ou Airbus ? Airbus. Est-ce que tu es vol de voltige ou vol de promenade pépère ? Alors, je suis plutôt... moi, j'appelle ça la pêche promenade. Ah, c'est-à-dire, c'est un peu des deux, en fait. C'est le meilleur des deux mondes. Non, c'est le pépère. C'est le pépère. Mais franchement, c'est intéressant de faire de la voltige ou d'avoir pris des cours de voltige. Parce que en termes de mania, ça te met plus à l'aise dans la mania de l'avion, même si tu es en pêche promenade et en visite des plages du débarquement. Tu te sens plus à l'aise. Tu seras plus à l'aise. Vraiment torturé un petit peu l'avion, tu es beaucoup plus à l'aise. Voilà. La troisième question, c'est GPS. Ah, je vais t'en mettre un quatrième. GPS, VOR, carte ou tablette ? Voilà. Un peu tout. Un petit quatre. Ouais. Bon, après, quand tu fais du VFR, avoir un G1000, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Oh, puis en plus, toi, le G1000, ça va être bien si tu fais de l'IFR ou tu fais des choses un peu. Voilà. Ouais. Mais après, quand tu fais du VFR, même si tu fais un Deauville Carcassonne, tu vas te faire plaisir avec Mach 7 sur tablette. Hein. Alors tiens, toi du coup, comme t'es IFR, tu vas avoir le droit à une 11e question. C'est pour le petit bonus. Toi, t'es plutôt, alors du coup, ILS, RNP ou NDB ?
Moi, j'aime bien les ILS, moi. Ouais, c'est vraiment d'accord, c'est plus sympa. Allez, revenons. C'est plus sympa. Bah oui. Toi, t'es plus moteur piston, réacteur ou turbine? Bah moi réacteur parce que voilà, entre les deux réacteurs du Zephyr 28 et le réacteur du L39 voilà, mais franchement je me fais tellement plaisir avec un petit DR400 ouais, t'es voilà, alors à l'ancienne voilà, c'est en plus c'est facile à piloter, c'est sympa voilà. Vent de travers ou vent de face? Non, moi j'aime bien le vent de travers. Hein. ça picote un peu l'arrivée. Ouais, c'est toujours sympa. T'es plus vol VFR ou IFR finalement? Ouais, je suis plus VFR parce que bon, c'est plus sympa. Kiss landing ou hard landing? Ça dépend. Écoute, j'ai vu un post assez marrant sur Insta où tu avais un pilote, le posé d'un pilote de F-18 et le posé d'un pilote de F-16. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu aussi. Non, j'ai pas vu. Il y en a un qui est, tu le vois sur la même piste, hein, c'est super drôle. Et tu vois comment se pose un marin et tu vois comment se pose un pilote de l'armée de l'air. Donc il y en a un, c'est du hard landing, c'est le marin. Ouais. Et puis t'en as un, c'est du kiss landing, c'était le pilote de F-16. Franchement, si tu tombes dessus sur les réseaux, tu vas. Eh ben, c'est assez drôle. Ouais, je jetterai un œil. Alors du coup, au sol ou en l'air? Oh là, les deux sont fantastiques. Bon. Et avant-dernière question, seul ou accompagné? Écoute, moi j'aime bien voler à deux. Je trouve que voler, ça peut être sympa tout seul, mais bon après c'est quand même super sympa de partager d'être à deux. Bah ouais. Tu vois, moi je suis qualifié sur L39, je peux voler tout seul dessus. Bah franchement, je trouve ça plus sympa d'être avec Émeric, Renan ou Michel derrière moi. Ouais, parce que voilà, c'est quand même plus sympa d'être à deux. Bah oui. C'est sympa de partager, quoi. Bah oui. Voilà, quand on part faire le vol montagne en L39 ou même si t'es en DR400, franchement, c'est quand même super sympa de le partager, quoi. Bah oui, complètement. Et enfin, la dernière question, avec ou sans moteur? Bah, alors c'est deux choses totalement différentes. Ouais. Moi, j'ai jamais volé dans un planeur. Mais je me dis, ça doit être quand même assez incroyable de pouvoir utiliser simplement la nature comme source d'énergie, en fait. Ouais. Bon, mais après, voilà, c'est un autre monde. C'est deux mondes différents. Bon, du coup, quand même avec moteur, alors, pour toi? Bah, pour l'instant, oui, parce que je me suis pas lancé dans le planeur. Bon, ok, ça marche. Bon, écoute, en tout cas, Johan, je te remercie. Je te remercie du temps que tu m'as consacré, que tu nous as consacré à Pilote Podcast. C'était très sympa de parler avec toi de l'appli Max 7, de toutes ces nouveautés, ces innovations qui vont arriver, et puis de débriefer et de un petit peu dépouiller, entre guillemets, et de pouvoir parler de l'appli. Merci à toi pour ce temps consacré. Merci à vous, les auditeurs, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter Pilote Podcast, que ce soit sur Spotify, sur Apple ou même encore sur YouTube. Merci pour vos écoutes, merci pour vos abonnements que vous nous faites, ça nous aide notamment pour l'algorithme. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pilote Podcast. Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue chez Pilote Podcast. Ici, c'est le podcast de ceux qui aiment, qui pratiquent ou qui sont passionnés d'aviation. Vous retrouverez tout ce qui concerne l'aviation, les clubs, les pilotes, les métiers de l'aérien sous forme d'interview. Cet espace vous est également ouvert, alors n'hésitez pas et contactez-nous dès à présent par mail à pilote.podcast.contact@gmail.com.